Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel hors-série de Et pour quelques couronnes de plus. On continue dans la lignée des thèmes force. Donc ça va être le troisième épisode dessus et aujourd'hui on va parler de Syrah, de Cyrus et d'un truc qui n'existe pas, des crocos, des cochons, un Ah, truc à la tu con. commences les fions tout de suite, quoi. On va parler de la faction la plus intéressante du jeu aussi, que sont les mignons. Ok, ça marche. Ceux qui ont la règle bacon. En même temps, une faction qui a la règle bacon ne Ne peut peut... pas être une mauvaise faction. Je suis Hein. entièrement d'accord avec toi. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par Syrah. Donc la thème force de Syrah se nomme Forge of War, c'est la thème force de la maison Shield. Donc avant d'aborder la thème force, donc comme toujours un petit point fluff, la maison Shield en fait c'est une des 15 grandes maisons qui dirigent les elfes. Donc ces maisons s'appellent les Alithir. C'est des maisons qui datent de l'empire de Lyos. Donc alors on vous l'a déjà dit, en gros les elfes avaient un super grand empire, c'était les big boss de la planète, ils allaient conquérir le monde. Ils ont voulu faire venir les dieux, ils ont créé un pont, le pont des mondes, le pont a explosé, ça a rasé tout l'empire quasiment, et quelques survivants ont réussi à atteindre Ios avec les dieux qui étaient avec eux. Donc les maisons qui ont survécu en fait à cette, on pourrait dire à cet apocalypse. Oui, pour eux, Ouais. c'était clairement une Ouais. apocalypse. Donc les maisons qui ont survécu à ça sont devenues les Alithir. Donc chaque maison a des particularités, en fait, un domaine précis. Par exemple, la maison Lys, qui est incarnée par le Lys Healer en termes de jeu. Donc eux, c'est des spécialistes de la médecine et des rites funéraires. Donc c'est pour ça qu'en termes de jeu, ils empêchent les âmes d'être prises et ils soignent. Donc Ils doivent avoir du boulot, vu la merde que c'est les âmes en ce moment chez les elfes. en ce moment, ils ont un petit peu de travail. Donc voilà, il y a 15 maisons majeures. Parmi ces maisons majeures, alors il y en a 5 qui sont militaires. On les retrouve pas forcément toutes parmi le châtiment. Parce qu'il faut savoir que le châtiment, c'est juste une secte. Alors, c'est une secte au sens premier religieux du terme, en fait. C'est un courant au sein de Ios. Il n'y a pas tout Ios qui suit le châtiment, même s'ils ont de plus en plus d'influence politique. Et même s'il y a de plus en plus de maisons qui se rallient. Je pense que maintenant, ça se discute. Pas, alors dans les derniers textes que j'ai vus, alors tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça. Ils ont la majorité et Ouais. ils espèrent avoir la majorité des citoyens pour changer les choses, mais tout le monde ne les suit pas. Même si les gens ne les suivent pas, c'est-à-dire qu'ils sont pas intimement convaincus des croyances du châtiment, ils ont pas trop le choix et ils vont quand même y aller, quoi. Alors là-dessus, je suis pas d'accord. Faudrait qu'on voit, mais en fait non. Il y a ceux qui suivent le châtiment qui sont convaincus. Il y a ceux qui suivent le châtiment et qui veulent l'utiliser. Donc là, il y a Ran et Viros, on en reparlera, un de ces quatre. Et il y a ceux qui n'ont pas forcément envie de suivre la voie du châtiment. Il y a les casters, par exemple, Ouais, mais dont Silis je fait pense que partie. c'est un peu les seuls. Ah non, je pense pas. Mais bon, après là, on n'a pas de texte Ouais. pour Des pour aller interprétations là-dessus. personnelles qui s'opposent. Exactement. Donc dans les 15 alitiers, donc il y a 5 maisons majeures, donc 5 maisons, pardon, 5 maisons militaires. Donc il y a les Niars, eux ils sont spécialisés dans l'infanterie lourde combattant aux côtés des Myrmidons. Donc en fait c'est tout ce qui est Dawn Guard. Donc Viros, les Sentinelles que vous aimez tous, les Invictors, les Destors, tout ça c'est la maison Niar. Alors pour la maison Niar, il y a une rumeur qui... Enfin, c'est pas forcément une rumeur, il y a un bruit qui court comme quoi en fait cette maison n'existe plus. Parce que d'après les anciens textes, durant l'Exode, en fait, il y a des chevaliers, enfin, il y a des soldats qui sont sacrifiés pour permettre à la population de s'échapper. Et ces soldats étaient quasiment tous des Niars. Et alors, Niar, c'est N-Y-A-R. Voilà. Et Ton donc, accent elfique laisse voilà, quelque c'est peu à ça. désirer. Il faudra que je travaille ça. Et donc en fait, d'après les légendes, tous les Niars seraient morts pour protéger en fait le peuple. Bon, bien sûr, ceux de la maison Niar disent, bah non, on a quelques mecs qui ont survécu et c'est eux qui ont continué à former la vraie maison. Donc on a les voilà. Donc c'est la maison de Tyron, c'est des épéistes. Donc en termes de jeu, on a Tyron et on a une nouvelle unité d'épéistes qui va arriver. On a les Issiens qui sont spécialisés dans la cavalerie. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'un personnage, c'est Skerrit Issien, c'est un Fen Knight. On a les Réchir. Alors eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est archer, fusillé. Alors, leur précision est louée. Eux, ils n'ont pas eu de chance en fait.
parce que il y a... Alors Everblight, quand il était jeune, il s'appelait Etrunbal, et il s'était planqué sous une cité elfe, Ysira. Il a été découvert, il y a eu une grosse bataille, et manque de bol, il y a quasiment toute la génération des Richir qui est morte au combat. Donc ils ont réussi à battre Everblight, ils l'ont fermé, voilà. Enfin, on en parlera peut-être plus Pour Everblight. pour Everblight, mais le pouvoir de la maison a été détruit. Et donc là, ils sont en train de se reconstruire. Et il y a une dernière maison, c'est les Silowir. Alors eux, c'est des pieux et des ritualistes, on les connaît pas, parce que le vœu qu'ils ont fait, en fait, c'est de protéger la capitale impériale, qui s'appelle Shir, enfin la capitale de Yos. Qui n'est plus un empire, c'est ce Oui, que ça... Viros voudrait faire. Voilà. Transformer Et les donc elfes en eux, empire. ils gardent la capitale, c'est une sorte de garde sacrée. Donc à côté, il y a d'autres maisons, dont la maison Shield. La maison Shield, elle est spécialisée dans tout ce qui est Warjack. Alors les Warjacks, ça s'appelle des myrmidons. Donc je reviendrai un petit peu dessus. Quand on parle de la maison Shield, on est un petit peu obligé de parler de la maison Vyre, ou Vyre. Il y a vraiment, si vous connaissez un petit peu les elfes, il y a deux types de Jack, enfin de myrmidons, on va dire myrmidons maintenant. Il y a les myrmidons Shield, c'est ceux qui ont un bouclier qui se régénère, et les myrmidons Vyre, c'est ceux qui n'ont pas de bouclier mais une meilleure armure. Il y a toujours eu une concurrence entre ces deux maisons. La maison Shield a pris le dessus parce que la maison Vyre a malheureusement été à l'origine d'une guerre civile qui a entraîné, qui a failli entraîner la destruction de Yos en fait. Donc pour faire court en fait, Gorshed qui s'appelait Gearshield, ouais, j'ai essayé Jean-Marc à dire. Donc Gearshield était à la tête de la maison Vyre. En fait, son but, lui, c'est de sauver les elfes. Il veut sauver les elfes, mais peu importe le coût. Donc même s'il n'était pas une maison militaire, toutes les maisons ont une force militaire, mais c'est vraiment les 5 maisons militaires qui sont le bras armé normalement de Yos. Lui, il a quand même créé une force militaire très importante à l'insu de tous au sein de la maison Vyre. Il a créé des alliances avec plein de maisons mineures, et en gros, il a décidé de prendre le pouvoir. Il y a eu un coup d'État. Il y a les maisons Niar et Shield qui ont porté le combat contre lui, essentiellement. Donc il y a eu notamment un duel entre Viros et Gorshed. Donc c'est là que Viros a perdu son œil. Gorshed a perdu sa vie. Gorshed, il était mourant, il s'est traîné jusqu'à un site maudit elfe, et là il est devenu une sorte de liche. Et il pratiquait déjà lui-même les arts occultes un peu limites. Non, il s'informait. Il s'informait sur les possibilités. Et au moment de Calanché, il s'est dit, tiens, les informations que j'ai eues vont me servir, et finalement je vais devenir un Eldritch. Voilà. Donc la maison Vyre a perdu tout son pouvoir, elle a failli être détruite, et c'est la maison Shield qui a pris le dessus. Donc la maison Shield, c'est vraiment eux qui fournissent on va dire, alors j'ai pas de chiffre exact, mais en gros c'est 80% des myrmidons de Yos. Elle est très impliquée dans le châtiment. Il y a 2 maisons qui sont vraiment impliquées dans le châtiment. C'est donc la maison Niar, parce que vous voyez toute la Dawnguard qu'il y a dans les listes, et la maison Shield. Ça a d'abord été en sous-main, et maintenant tout le monde, maintenant c'est officiel. Par pure conviction religieuse. Par pure conviction religieuse, sachant que ce soit Ran pour les Shield ou Viros pour les Niar, tout ce qu'ils veulent, c'est plus de pouvoir politique pour pouvoir changer les choses selon leur vision. Viros veut recréer un empire chez les elfes avec lui à sa tête. Voilà, c'est son seul but. Alors après, Ran, par exemple, lui, il veut sauver les elfes, mais son truc, Ran, c'est contrôler ce qu'il peut contrôler. Ce qu'il peut pas contrôler, il s'en fout un petit peu. Il sait que Syra ne mourra pas de son vivant, donc il s'occupe pas de ça pour l'instant. Lui, il fait son business, ce sera aux autres de s'en occuper. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que la maison Shield devienne la plus puissante possible. Donc voilà, alors ça c'était le petit aparté sur les maisons. Je vais juste faire un point sur la maison Vyre. Il y a aussi Ossian, qui est un type bien et qui essaye de redorer le blason de sa maison. C'est lui qui a retrouvé Nissor, qui l'a mis en sécurité et qui le rapportait près de Yos avant de se faire attaquer par Gorshed, si je dis pas de conneries. Et c'est à ce moment-là que Viros intervient et récupère pour lui tout le mérite de la récupération de Nissor. Voilà, et maintenant, lui qui est à la tête de la maison Vyre, il y a Gorshed qui revient en fait. Alors ça c'est le nouveau fluff qui va se faire développer dans les nouveaux No Quarter. Donc Gorshed revient, Syra le fait renaître, il est à nouveau vivant, il devient le champion de Syra, investi par les pouvoirs de Syra.
Et Ocean, je sais pas trop comment il va Je sais pas comment accueillir la ça. majorité des elfes vont prendre le fait que le champion de leur déesse, ça soit l'une des plus grosses crapules qu'ils aient eu dans leur histoire. Mais je pense qu'on fera un numéro spécial sur Gorshade. Parce que Gorshade, par exemple, c'est le gars, pour faire comprendre que les sans-âmes sont un problème, il y a un enfant sans âme qui est né. Qui est son neveu, je crois, d'ailleurs. Ce qui est son neveu, ouais. Donc il l'a pris, il l'a amené au conseil, au sorte de Sénat des elfes, et il lui a fracassé le... Donc il a dit, attention, c'est un sans-âme, c'est pas bien, voilà, et il lui a fracassé le crâne contre le sol. C'est ça qui a déclenché la guerre des... La guerre civile, ouais. Donc voilà un petit peu le personnage qui est Girville. Et c'est le seul mec qui a trahi tout le monde avec qui il a bossé. Ouais. Il a trahi Everblight, il a trahi Krix, il a trahi Silena, il a trahi les elfes, enfin je crois que... Ouais, et c'est le champion de Sierra. Voilà. Donc ouais, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer chez les elfes, je pense. Ouais. Mais bon. Donc alors, pour en revenir à la maison Chill, donc la maison Chill, elle est spécialisée dans la création de myrmidons. Alors, il faut savoir que les elfes maîtrisent la technologie arcanique depuis l'Empire de Lyos. C'est quelque chose qu'ils connaissent depuis des millénaires, mais ils n'avaient jamais pensé à vraiment l'utiliser dans des automates de combat. Ça, ils y ont pensé en observant les Orgoths, leurs colosses, et comment les humains ont créé leur Warjack. Oui, pas les Orgoths, la guerre contre les Orgoths. La guerre contre les Orgoths, avec la création de colosses. Ouais, ils n'avaient pas ça. Mais c'est avec la création des colosses et des petits Warjack humains. Donc, alors, pour tout ce qui est châssis, ils savaient faire. Le seul problème, c'est qu'au niveau du cortex, ils n'avaient pas la technologie. Donc, ils pouvaient faire un châssis, ils pouvaient le faire bouger, mais ils n'avaient rien pour qu'il puisse agir de façon autonome et pour qu'il soit guidé par des casteurs. Donc ce qu'ils ont fait en fait c'est de l'espionnage industriel et ils ont en fait décortiqué les jacks qu'ils ont réussi à récupérer pour pouvoir recréer leur cortex. Alors ça c'est un truc qui n'est connu par quasiment personne, il n'y a que le cercle intérieur de la maison Chill qui est au courant et aucun elfe ne dira que leur Warjack ils les ont grâce aux humains. Ça n'arrivera jamais. La spécificité des Warjack Chill et des Warjack elfes, en général, en fait, c'est qu'ils sont autonomes. Il n'y a pas de charbon, il n'y a pas de vapeur, et ainsi de suite. Ils ont un processus qui fait qu'ils vont se nourrir, en quelque sorte, de l'énergie qui émane des ley lines. Des ley lines, mais ils ne sont pas obligés d'être sur une ligne géomantique pour se recharger. Ils peuvent se balader un petit peu partout. Le seul problème, c'est qu'une fois que la pile est vidée, en fait, ils se mettent en mode HS et ils se régénèrent. Donc c'est quelque chose qui n'a pas encore été découvert par les humains et que les elfes essayent de garder secret le plus longtemps possible, parce que ça veut dire que leurs jacks peuvent mettre très longtemps à être opérationnels en cas d'embuscade et ainsi de suite. Donc le fait d'être autonome, d'avoir cette source d'énergie qui vient de l'énergie géomantique, en fait, plus leur maîtrise de l'énergie arcanique leur permet d'avoir des effets spéciaux. Donc il y a le bouclier qui se régénère, il y a en fait chaque jack va avoir chaque myrmidon elle va avoir une petite capacité spéciale. Donc il y en a qui vont faire des AOE, donc qui vont ralentir quelqu'un, des tirs paralysants, des choses comme ça. Pour moi c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal d'armes magiques, notamment les armes de tir elfique qui chez les Jack doivent être toutes magiques, je crois. Elles sont toutes magiques, mais c'est parce que ça vient de l'énergie arcanique en fait. Et je voulais te poser une question, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie chez les elfes à utiliser les cortex humains, sachant que le châtiment essaye de tuer... C'est pas un cortex humain en fait, non, mais ils ont trouvé quelque chose et ils l'ont amélioré, ça n'a rien à voir. Moi je vois ça un peu comme l'hypocrisie Ménote de chez Ménote concernant les Warjack, genre ah ouais c'est pas top, mais on en a tellement besoin qu'on va un peu fermer les yeux. Alors sachant qu'il y a un point intéressant qui est noté dans les livres en fait, c'est que pour l'instant personne ne sait que ça vient de la magie humaine en fait, les cortex. Et oui. Si jamais le châtiment apprenait que c'était dérivé de la magie humaine, sachant que eux, le but du châtiment c'est d'éradiquer tous les mages humains, il pourrait y avoir des petites discussions sympathiques autour de l'utilisation des myrmidons. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la maison Chill. Au niveau de la thème list en elle-même, donc on a le droit à tous les Warjack qui sont pas personnages, on a droit à tous les casters sauf Ocean, parce qu'il est de la maison Vire. Et peut-être Gorshade qui retrouvera son ancienne maison. Alors Gorshade, on va voir, ça ce serait intéressant de voir si Gorshade est marqué maison Vire ou pas dedans. Mais donc voilà, pour l'instant il n'y a que Ocean qui n'a pas le droit
qui n'a pas le droit d'utiliser cette Theme Force. On a accès à Silis au niveau des solos. Bon, bah, Silis, de toute façon, il est partout. Lui. Enfin, que ce soit en mercenaire, ainsi de suite, il est quasiment partout. Au niveau des solos, on a accès aux mécaniques, aux magisters, aux artificeurs. Au niveau des jacks, donc on a accès à tout. Et au niveau des unités, on a seulement accès au Battle Mage. Pour les bonus, tous les 25 points de jack, on a droit à un solo. Tous les jacks gagnent Shield Guard et quelque chose de classique, les sorts à upkeep qui ciblent les figurines amies sont lancés dès le début de la partie et on les upkeep gratuitement. Et ah oui, dans le dernier errata, ils ont rajouté qu'on pouvait avoir la Battle Engine Shield, sachant qu'il n'y en a pas encore. Pour l'instant, la seule Battle Engine qu'on a, c'est une Battle Engine Vire. En termes de jeu, je trouve que c'est une liste vraiment intéressante. Alors moi, j'ai joué un petit peu, notamment Elara 2 et Ran dans cette Theme Force. Donc on perd vraiment des choses, hein, parce que les unités, c'est vraiment quelque chose de très important, même les solos au sein de Syrah. Donc devoir se passer de certaines unités, alors les sentinelles, hein, pour pas les nommer, ou enfin voilà, il y a plein de choses à côté. Si on doit s'en passer, il faut qu'on gagne vraiment quelque chose. Donc là, ce qui est intéressant pour notamment un caster comme Elara, c'est que Elara, un de ses problèmes en fait, c'est sa fragilité. Le fait que tous les casters, que tous les myrmidons, pardon, gagnent Shield Guard, ça rajoute énormément à sa durée de vie. En plus, un caster comme Elara, elle a Boundless Charge pour tout le monde. Alors, Boundless Charge en charge, et en plus, elle file Boundless Charge à tout le monde lors de son feat. Ce qui fait que quand on a une liste composée de jacks, ça multiplie la quantité de focus gratuit qu'on va avoir. Donc ça, plus les arcanistes et ainsi de suite, c'est vraiment sympa. Donc ça permet des listes bien offensives, sauf si quand on tombe contre Elgar, un enculé de cochon qui nous met KO. S'il te plaît, c'est une dame. Ouais, on sait pas trop ce que c'est, quoi. Ouais. Donc pour Ran, pareil, Ran c'est vraiment intéressant parce que de base en fait ça rentre quasiment dans les listes qu'il utilisait. Donc on peut mettre des sentinelles, d'autres unités, ainsi de suite avec Ran, mais ce qui est disponible dans la Theme Force c'est quasiment ce qu'il utilisait déjà. Donc ça lui permet de renforcer un petit peu ce qu'il faisait déjà très bien. Et enfin ouais. En fait ce que j'aime bien dans cette Theme Force, je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est que, alors au moins de mon point de vue, à chaque fois que je fais une liste, je me pose la question, est-ce que je la mets en Theme Force ou pas? C'est pas comme des Theme Force d'autres factions où tu dis, je réfléchis pas, je prends cette Theme Force. Genre Cyrus? Genre Cyrus qu'on verra peut-être plus tard. Il y a vraiment un choix à chaque fois. Je peux prendre ça, ça va me donner des avantages, mais je vais perdre à côté. Donc c'est ça, en ça je trouve que c'est une Theme Force assez réussie. Enfin moi personnellement je trouve que c'est une Theme Force réussie. C'est parce que ça allie le fluff, on retrouve la maison Shield, on a des vraies options de jeu qui sont créées, et en même temps c'est vraiment un choix. On perd vraiment quelque chose en choisissant cette Theme Force. Je suis assez d'accord avec toi et j'ai bien aimé le fait qu'il joue sur les maisons et les différences entre les Warjacks, c'est quand même une spécificité elfe. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et je crois que ça doit être la seule Theme Force où tu as une exclusion au point de vue des Warcasters. Alors, à part en mercenaire, à part les- Minion Mercenaire, sinon c'est la seule Theme Force. Ouais. Et un truc qui pourrait peut-être être étudié pour plus tard, c'est une des Theme Force qui a un des seuils pour les solos gratuits, qui est un des plus hauts aussi. Oui, Parce que c'est tous les 25 points. Donc ce serait peut-être à voir pour certaines Theme Force si on veut les rééquilibrer, si au lieu d'avoir un solo gratuit tous les 20 points, on pourrait pas le passer à 25 points. genre Cyrus. Genre, oui, bon, après... Ou la nouvelle du Cador. Il y en a plein, il y en a plein. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Syrah. Et je te laisse la main pour les mignons. Alors on va passer à enfin la faction que tout le monde attendait, je le sais. On aurait peut-être dû la garder pour la fin d'ailleurs. Parce que Comme là, d'habitude, quoi. je pense qu'on va perdre tous les auditeurs après Ouais. avoir fait les mignons, quoi. Non, puis on va changer les habitudes. Bah ouais, c'est ça. Donc avant de parler des mignons, je voulais vous parler un petit peu de... Il faut changer de point de vue quand on est dans le monde sauvage, dans le wild. C'est que c'est pas la facilité de la vie dans l'Imoren occidentale et dans les cités humaines. Le wild, ce qui est vraiment important, c'est la survie dedans. C'est-à-dire que les mignons sont prêts à tout faire, ou même tous les habitants du wild sont prêts à tout faire pour survivre. Et rien que le fait d'avoir à bouffer, ça devient une épreuve.
Donc Mais ils sont pas capables de cueillir des champignons. Ah, il n'y en a pas toujours, hein. Les ressources sont assez pauvres parce que l'humanité, dans son expansion, a relégué tous ces peuples-là dans les contrées les plus lointaines et les Et donc, plus qu'est-ce que tu appelles le inhospitalières. wild exactement Alors le wild, ça va être un petit reprend. peu tout ce qui va être désert, marécage, forêt profonde, montagne, sommet enneigé. Ok, ouais. Pas l'endroit facile où tu plantes 3 graines et ça C'est te fait pas des la récoltes forêt pour l'année. luxuriante avec plein de gibier et des trucs comme ça. Si, mais en même temps, tu dois courir. Le Warpwolf, c'est toi qui prends pour un gibier. Ok. Donc, alors, on va commencer par nos amis de la Blindwater Congregation et donc les Gatormen. Alors, j'ai pas vraiment trouvé de date de naissance ou d'explication de naissance des Gatormen. On sait que ce sont des créatures à sang-froid, donc des hommes crocodiles qui ont moins d'émotions que les humains. Ça, c'est tel que c'est décrit dans Unleashed. Unleashed, qui est le jeu de rôle qui se base sur la partie sauvage de l'Imoren. Mais c'est un peu différent dans les nouvelles, on les voit se mettre en colère assez facilement, rire ou autre. Après, ça dépend des auteurs aussi. Je pense. Chacun sa vision, parce que si tu vois, alors là, ça va être un nouvel aparté, mais quand tu vois la vision, par exemple, qu'on a de... De Cain. Alors, Selon soit les bouquins. de Cain selon les bouquins, ou même du nouvel empereur Julius, Ouais. selon le bouquin que j'ai adoré, ah mince, Blood of King. Blood of King, et le suivant, Julius, c'est il pas a mal. rien à voir, quoi. C'est Il y a ça. un petit gamin colérique dans le deuxième, alors que dans le premier, il est très bien. C'est ça. Donc, en fait, bon, ils auraient moins d'émotions que les humains. Ils vivent au sein d'une société tribale. Il n'y a pas vraiment de cellules familiales. Les enfants, alors c'est un élevage commun. Ils ont une espèce de puits, de vivier dans lequel ils mettent les œufs. Faut savoir que les Gatormen, quand ils naissent, ils n'ont pas encore leur intelligence qui s'est développée. C'est des animaux. Parce qu'ils en ont après? Ouais, ils en ont après. Ah ok, d'accord. J'étais pas au courant. Donc, il y a un tiers à peu près des enfants Gatormen qui ressortent de ça, du vivier. Ouais. Ils ont bouffé les autres, et c'est à partir de ce moment-là qu'ils se développent, qu'ils grandissent et que l'intelligence arrive. Ok. Et c'est une affaire commune, c'est la tribu qui s'occupe des gamins. Il n'y a pas papa, maman Gator avec bébé Gator. Non, c'est vraiment Ouais. la tribu qui s'en occupe. Au niveau des croyances, c'est très proche du vaudou, comme ça se voit sur pas mal de figurines, avec les esprits des marais, les esprits des morts qui ont différents niveaux de puissance, jusqu'à l'esprit le plus puissant, excusez-moi, qui est Kosk. Kosk qui est le dieu tutélaire des Gator. Alors il y a deux versions. Pour les Gator, type Jaga Jaga, c'est un dieu, il n'y a pas à se poser de questions. Pour Orboros, c'est un aspect du ver dévoreur. Ok. Donc là, chacun se fera son opinion. Il faut voir qu'au sein des villages Gator, tout est, c'est des cabanes en boue avec 2 morceaux de bambou pour faire une cahute. Les seules structures en dur, c'est les structures les temples qui ressemblent à des temples Inca ou Maya sur lesquels il y a les sacrifices et les offrandes à Kosk. Donc comme on l'a dit, ils sont tribaux, mais ils sont aussi territoriaux. C'est-à-dire que si on arrive dans leur territoire sans venir les voir, sans leur payer un tribut, sans leur demander un droit de passage, ça va se passer assez mal. Ils aiment pas ça. Sinon, ils sont assez paisibles. C'est-à-dire qu'ils vont pas chercher forcément à étendre le territoire, aller attaquer le village humain d'à côté. Ils expliquent d'ailleurs dans Unleashed qu'il y a des tribus humaines autour de Blindwater, des tribus sauvages, et ça se passe très bien avec les Gator, même avec la Blindwater Congregation. Il suffit que la tribu humaine paye un tribut, et ça se passe bien. Il y a juste avec les Bogtrog où là ça se passe pas bien du tout. Ils se détestent. Les deux races se détestent totalement. Et souvent ça tourne, dans 95% des cas, à l'avantage des Gator, puisqu'ils font 2 fois la taille, ils ont 2 fois la force des Bogtrog, et ils les réduisent en esclavage. Les Gatormen n'ont aucun besoin de technologie parce qu'ils sont totalement adaptés à leur environnement. Donc quand tu fais 2 mètres de haut, que tu as des dents comme des couteaux, tu n'as besoin de rien. Ouais. Et dans l'ensemble, tout ce qu'il faut à un Gatormen, c'est de bouffer. Donc il veut juste bouffer, être peinard dans son marais et qu'on l'embête pas. C'est plutôt sympa la vie d'un Gatorman. Ils sont plutôt sympas les Gatormen. Sauf au sein de la Blindwater Congregation. Alors il faut savoir qu'Orboros déteste ça, le cercle d'Orboros, parce que c'est beaucoup plus dur de manipuler une organisation structurée hiérarchisée que tout un tas de tribus. Alors la Blindwater Congregation, qu'est-ce que c'est? Déjà Blindwater, ça vient d'un lac qui se situe dans la forêt de Tornwood, en plein milieu. Mais qu'est-ce que c'est que Tornwood? Voilà, donc tout le monde connaît Tornwood, et c'est une alliance de tribus de Gatormen qui sont soumises à Barnabas. Alors Barnabas est un boqueur extrêmement puissant, il doit avoir 300 ou 400 ans, qui veut juste devenir un dieu. C'est son projet à lui, il se dit qu'il va bientôt mourir et qu'avant ça, il veut accéder au statut divin. Donc il fait le tour du lac de Blindwater avec sa hache et ses copains, et il soumet une à une toutes les tribus. Il est tellement balèze que personne n'arrive à lui résister, et vu qu'il a de plus en plus de sbires derrière lui, ça va devenir de plus en plus compliqué de lui résister.
Alors je vais m'attarder sur deux personnages que sont Caliban et Mylock. Alors Caliban, c'est la petite salope de Blindwater Congregation. Hein, c'est celui qui... J'aime sa présentation, tu lui donnes un côté positif, tout de suite bah, t'as oui, envie de l'aimer quoi. Mais la Blindwater Congregation, c'est un peu une primaire politique. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour soutenir le chef, et puis dès qu'on peut lui planter un couteau dans le dos, ça se passe comme ça. Donc Caliban, lui, ce qu'il veut, c'est que Barnabas se plante dans son ascension, il y croit pas, et devenir le vrai chef des Gator. Alors il y a une relation avec Mylock qui est assez compliquée, on va dire ça comme ça. Donc Mylock, c'était un Bokor extrêmement puissant, qui était très respecté par son peuple, qui était Alors, sa les tribu. Bokors, Les Bokors, c'est les chefs ouais, religieux c'est les prêtres. qui souvent ont qui ont des pouvoirs magiques, et en plus, dans le cas de Caliban et Mylock, sont des warlocks. Donc Mylock, il était sage et juste, c'était un chef avisé qui n'entraînait pas sa tribu. Donc déjà, t'en parles au passé de ça. Oui, parce qu'il est mort. Ouais. C'est pour ça. Donc il n'entraînait pas sa tribu sur le sentier de la guerre pour rien. Le seul rival qu'il avait, c'était Caliban, parce que leur façon de faire était quelque peu différente. Donc Mylock voyait d'un mauvais œil l'émergence de la Blindwater Congregation et refusait d'y entrer. Et c'est Caliban qui vient le voir en lui disant « Écoute, tu as raison, Barnabas est trop fort pour moi, mais si on s'allie tous les deux, on va pouvoir le battre. » Ils se mettent à lancer un sortilège extrêmement puissant afin de contrer Barnabas, et Caliban dévie l'énergie du sortilège et plante un couteau dans le dos à Mylock à ce moment-là. Mylock essaye de résister, mais il se fait avoir. Et en fait, Mylock devient un esclave zombie de Caliban. Ok. Donc quand Caliban dit un truc à Mylock, Mylock le fait, il n'a pas le choix. Et le premier truc qu'il lui demande de faire, c'est détruire un village de Gator, tout seul. Et il s'aperçoit, en fait, Mylock, que c'est son propre village qu'il est en train de détruire. C'est sympa, ça. C'est sympa, hein. Petit à petit, Mylock arrive à se libérer. Donc il y a Rongai qui lui explique qu'il est presque aussi fort que Caliban, et à grignoter les liens qu'ils maintiennent sous l'emprise de Caliban. Et Caliban avait préparé un totem parce qu'il s'aperçoit que Barnabas va réussir son ascension, un totem spécial pour qu'au moment où Barnabas meurt, hop, en prendre le contrôle et devenir comme ça le chef avec un Barnabas zombie à ses ordres. Il a l'air vraiment sympa, Caliban. Il est cool, le Caliban. Sauf que Mylock s'en aperçoit et vole le totem de Caliban, ce qui permettra à Barnabas de réussir son ascension. Okay. Donc Barnabas, depuis la MK3, est un dieu. Et c'est Caliban qui dirige la Blindwater Congregation. Alors, ça peut être intéressant de savoir quel est le chemin qu'il a suivi pour devenir un dieu. Parce que l'ascension, il y a divers chemins pour y arriver. Lui, c'était assez simple. Il a tué le plus de monde possible. Ouais. Voilà, c'était un bain de sang. Dans la Blindwater Congregation, il n'y a pas que des crocos, il y a aussi des gobers des marais. Alors, eux, ils sont pas trop soumis parce qu'ils arrivent à dealer des trucs technologiques, leurs recettes de cuisine secrètes, etc. J'adorerais des gobers, une faction de gobers. J'aimerais bien, ça serait super. Mais ils peuvent pas contrôler ni Bis ni Jack, donc ça paraît un peu compliqué. Ils sont assez rigolos parce qu'ils sont très communautaires, il n'y a pas de propriété privée, ils sont tellement faibles physiquement que s'attaquer à un gober, c'est s'attaquer à tout le monde. Ils ont plein de blagues pour défendre leur village, ils créent des nuages de fumée, des trucs empoisonnés et autres. Il y a les Bogtrog dont on a parlé tout à l'heure, alors eux ils sont faibles et couards, et quand ils peuvent choper un Signarien qui passe par là à 10 contre 1 de dos, ça va, c'est leur façon de faire. Ils croient en Ashiga, qui serait une grande bête aquatique qui vivrait quelque part sous l'eau, et les actions des Bogtrog permettraient de la réveiller, et elle tuerait tous les Gator pour les venger. C'est les Mist Speakers qui sont les prêtres qui permettent de communier avec Ashiga, et ce sont les seuls à percevoir ce que veut Ashiga. Et bizarrement, ce que veut Ashiga, ça correspond assez souvent aux intérêts du Mist Speaker. C'est marrant, ça. Et il y a Rask aussi, qui est un... Rask qui est un Bogtrog, ouais. Et qui a dû trahir tous les autres Bogtrog pour se sauver lui et sauver sa tribu. En même temps, qui est-ce qu'il a pas trahi, Rask? Il a trahi que ça. Ça que son peuple. Que son peuple. Mais pour sauver sa tribu. Alors il faut voir aussi que chez les Bogtrog, la vertu la plus importante, c'est la survie. Le reste, la compassion, tout ça c'est nul. La survie, c'est la vertu qui prévaut. Et le dernier peuple qui vit chez la Blindwater, ce sont les Anura, donc les grenouilles. Eux, ils ont fui l'avancée Scorn. Ils étaient sur les îles qui étaient au sud de l'Empire Scorn. Ils sont plutôt pacifistes, ils cherchent juste un petit coin de territoire où être tranquille et à défendre leur tribu. On ne sait pas trop pourquoi ils sont alliés à Blindwater, peut-être parce qu'ils vivent dans l'eau et voilà, ils ont un thème en commun. Bon, on ne sait pas trop.
Donc en jeu, à quoi on a accès? On a accès à tous les minions Warlock avec Amphibius, on a accès aux beasts non personnages. Alors là, ça Ça, va, c'est on n'est pas dommage, trop là. emmerdé parce que des beasts personnages, Et on il y n'en en a a pas. pas. Donc toutes les beasts avec Amphibius, au Warrior Model et Unit avec Amphibius, au Gobber, au Feral Geist, à Raluk, c'est le troll qui peut avoir des jacks, au Totem Hunter, à Pendrake, à Wongai et Snapjaw, à la Sacral Vault. Les bénéfices, donc on Ah, peut... tu sais pourquoi vous avez accès à Raluk ou pas d'ailleurs? Non, non, je sais Faudrait que je pas. regarde. Il n'y a pas Ouais. Y a pas d'explication d'explication. notée, non, Ouais. c'est un Peut-être. mercenaire qui Ouais. se vend plus offrant et il était jouable en MK2 dans chacun des thèmes, je crois. Ouais. Donc les bénéfices, le premier c'est qu'on peut prendre des Warjacks pour Ralux, ce qui est super. Le deuxième c'est que les Gatorman Posts, on peut en prendre autant qu'on veut. Tous les 20 points d'unité ou de Battle Engine, on gagne un solo gratuit ou un Bull Sniper, donc on va prendre le solo gratuit. Les posts gagnent snacking et repassent à 8 PV comme ils étaient avant, et on a plus de pouces de zone de déploiement. Alors moi, c'est un thème que j'aime bien, je le trouve vraiment intéressant, il correspond au fluff tout en étant assez ouvert. C'est vrai qu'on a le Totem Hunter, on a Pendrake, on a les Gobbers, les Feral Geist, enfin toutes les bestioles qui vivent un peu dans les marais, plus Pendrake. En fait, c'est un retour à la MK2 avec des bonus en C'est ça, plus. c'est un retour à la MK2 avec des bonus, et je le trouve vraiment bien. Il est très intéressant avec Calaban, avec Mylock, avec Jaga aussi. Donc Mylock, on peut recommencer, envisager de faire une brique avec pas mal de crocos. Calaban, je trouve qu'il booste bien, il remet les croc raiders au niveau où elles étaient avant avec ses sorts. Enfin, c'est assez intéressant. Et il faut voir que bientôt il y aura un hub des Battle Engine, sachant que la Sacral Vault en l'état est déjà pas dégueulasse comme Ouais. Battle Engine, et le Steamroller 2017 va aussi remettre un peu l'infanterie sur le devant de la scène, donc je pense que ça peut être un thème vraiment intéressant. Enfin, moi je l'aime beaucoup, je sais pas ce que tu en penses. Moi, pour l'avoir affronté, je le trouve sympa. Bah, c'est de la MK2 améliorée en fait, c'est vraiment ça, je trouve. Ouais. Après avoir, donc on peut lire sur les forums que certains pensent que l'infanterie cochon sera toujours meilleure que l'infanterie croco de toute façon, donc est-ce qu'il y a intérêt à prendre la Thème Force? Mais moi, alors pour avoir vu ce que ça donnait un petit peu, moi je trouve ça sympa. Ouais. Et C'est, puis comme tu dis, on se pose la question, est-ce qu'on joue en thème, est-ce qu'on joue pas ouais. en thème? Enfin, je trouve ça très intéressant dans la construction de liste. Alors, dans les mignons, il y a les crocos, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les pharaons. Donc les pharaons, c'est une race d'hommes cochons qui vénèrent Dunya, mais alors ils sont pas trop portés sur tout ce qui est culte. C'est-à-dire qu'ils Ouais. vénèrent Dunya, merci Dunya, et puis voilà, on s'arrête là. C'est une race à l'espérance de vie extrêmement courte, ça doit être 40-50 ans maximum, hein, donc ça doit être ceux qui ont l'espérance de vie la plus courte dans les royaumes Bon. d'acier, je crois. Alors ouais, après, quand tu vois les humains, je pense que ceux qui vivent à la campagne, les pauvres et ainsi de suite, c'est... Ouais, c'est mais alors que là, pas c'est pareil. tous les pharaons. C'est-à-dire que 50-60 ans, c'est le maximum et tu meurs de vieillesse. Donc, ce sont avec les Trollkin et les Gobbers la race du sauvage, du monde sauvage, qui est la plus adaptée à la vie urbaine. Ils peuvent se balader dans la rue, on se foutra de leur gueule, mais ils ne seront pas virés des cités humaines. Ils ont un rôle de pillards qui vivent en marge des sociétés humaines, donc ils vivent de récupération, de petits vols, d'attaques de convois, ils sont éboueurs dans certaines villes. Il faut voir que pour eux, être un pillard, aller faire des raids contre le train qui passe, c'est un travail qui nécessite de grande qualité, et c'est un travail honorable, et même c'est un honneur Tout de faire travail ça. mérite salaire. Tout à fait. Ils maîtrisent une certaine forme de technologie, ce qui est quand même assez rare pour les peuples qui vivent dans le monde sauvage. Alors, bon, la technologie pharo, c'est tu prends le fusil que tu as récupéré sur le Cadorien, tu mets 2 plaques de métal, 3 vis, et hop, c'est de la technologie pharo. Ah, il y a quand même la super BE qui est vraiment pas mal au Mais niveau quelle technologie. transition, j'allais justement en parler, parce que la Mid Thresher, c'est le pinacle de la technologie pharo, parce qu'elle tue et elle cuisine dans le même temps. Et ça, Et pour ça, eux, c'est beau. c'est vraiment le top. Alors, c'est une race qui est assez unanimement méprisée. Alors quand même, est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que ça avance le mid-thresher? Parce que moi j'adore. Alors en fait, il y a du charbon au cul du truc, Ouais. ils y foutent le feu et ça chauffe une grande roue qui est devant, dans laquelle il y a des rasoirs qui courent.
Et parce qu'ils ont Parce chaud et qu'il donc fait ça les chaud. cuit petit à petit. Il y a un article de No Quarter sur la création des mitrailleurs qui est assez excellente avec les premières expérimentations, le truc est tout droit dans le village, enfin, ça vaut le coup de le lire. Donc c'est une race qui est assez unanimement éprisée. Et dans l'ensemble, intellectuellement, bon, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, quoi, les pharaons. On n'est pas, voilà. Ils ont une intelligence presque humaine. Ils sont très rudes entre eux. Ils sont pas mauvais ou méchants. Ouais, Ils cherchent pas à torturer, mais c'est la loi du plus fort. Quand t'es un pharaon, ce que tu crains le plus, c'est un autre pharaon. Tu fais toujours des courbettes devant le chef ouais. et tu fous un coup de pied au cul du mec qui est en dessous. Mm. Mais ils sont pas, enfin, ils vont pas torturer les autres pharaons pour le plaisir. Ils sont esclavagistes entre eux, entre tribus. Et il faut voir que la seule qui est un peu différente de cette description des pharaons, c'est Helga, qui elle est vraiment protectrice vis-à-vis de sa tribu, plus intelligente que les autres et qui veut vraiment amener les pharaons, les rendre disciplinés, et ça marche plutôt pas mal. Une particularité des pharaons, c'est leur attrait pour le cannibalisme. En fait, dans le cochon, C'est tout est sympa. bon. Donc, il n'y a aucun problème pour eux à manger du cochon et à se bouffer entre eux. Il y a une histoire, c'est Rorsch et Brian, et il y a Rorsch qui se fait kidnapper par des Ménites, il est assommé, puis quand il se réveille, il sent une odeur merveilleuse, il se dit, mais bon sang, qu'est-ce qui sent aussi bon? Et c'est lui qu'on est en train de cuire en bas, et voilà. Les bistes pharaons, c'est quand il y a une maman pharaon qui donne naissance à une portée, sur les 5-6 gamins qu'elle a, t'en as un qui devient plus grand et plus con que les autres, et ça va devenir un gonbor, voilà, une Ok. biste pharaon, c'est comme ça Donc les qu'il est. bis pharaos, c'est vraiment C'est des bébés issu, pharaons voilà. qui sont devenus plus Ok. grands et plus cons que les C'est le autres. haut d'or du coin, quoi, en fait. C'est ça. Dans l'Alliance de Thornfall, qu'est-ce que c'est? C'est Lord Carver qui, en fait, était un mercenaire qui s'est souvent battu pour les humains. Et qu'on a eu ras-le-bol d'être méprisé par eux, de voir son peuple méprisé par les humains, et il a renversé ce mépris et à l'encontre de l'humanité. Ce qu'il veut, lui, c'est devenir un grand roi avec un territoire pharaon, tu vois, le signaire des pharaons, et Bah, il veut être l'équivalent de. Alors, c'était Leto quand c'était voilà, de Leto, Julius, Julius. de l'impératrice. Il a d'ailleurs écrit un livre, Lord Carver. Donc, ça veut dire qu'il sait écrire déjà. C'est Non, il plutôt l'a pas fait mal. écrire à quelqu'un. Ok, d'accord. Et c'est un chouette bouquin, hein. Hmm. En termes de qualité littéraire, ils en donnent des extraits dans un quarter, c'est je vais les humains, je vais les humains, je vais les humains. Et Par contre, c'est un grand sentimental, non, Lord Carver? il prend les choses très à cœur. Ouais. Et donc, ce qui se demande, c'est l'humanité domine le monde, mais quand il accomplit, ils sont toujours en train de se faire la guerre, ils ont abouti à rien. Donc c'est vrai que malgré tout, c'est une réflexion qui se tient. Donc c'est un puissant chef de guerre qui veut unifier les pharaons, et il n'y arrivait pas tout seul, enfin ça se passait bien parce qu'il est quand même super balèze, jusqu'à l'arrivée d'Arcadius. Alors Arcadius, pour faire rapidement son histoire, c'était un jeune homme qui s'intéressait issu d'une famille riche, qui s'intéressait à la mécanique et à l'ingénierie, et qui s'est lancé dans ces études-là. Il était très doué, et sa sœur a a eu une maladie génétique qu'il n'arrivait pas à soigner. Elle en est morte et du coup il a changé complètement de cap à ses études et s'est investi dans la biologie parce que ça l'a vraiment marqué et il comprend pas qu'en cette période d'avancée scientifique on laisse encore les gens mourir. Et ça l'a amené petit à petit à faire des expériences de plus en plus limites, à se faire renvoyer des universités dans lesquelles il était. Vu qu'il était riche, il a fondé un laboratoire secret quelque part, dans un endroit où il n'était pas trop emmerdé. Et il a continué ses expériences sur les pharaons. Et quand il a eu vent de la tentative d'unification de Lord Carver, il s'est rapproché de lui, il lui a montré ses armes et Lord Carver a trouvé ça trop bien et s'est dit ça va bien m'aider. Par contre, Carver déteste Arcadius, mais il peut pas le voir, il a envie de l'emplafonner à chaque fois qu'ils sont dans une nouvelle tous les deux, il veut le tuer. Donc Carver unifie les tribus grâce aux inventions du bon docteur, et le dernier arc narratif pour les pharaons était assez classe, parce que c'est Carver, comme tu le disais, un grand sentimental qui a voulu prendre épouse, et son dévolu s'est jeté sur la belle et intelligente Helga, et tout l'arc de dévastation, c'est ça, c'est qu'en fait Carver va prouver à Helga que c'est lui le vrai bonhomme, quoi. Et pour ça, il se fait pas du tout manipuler, parce que c'est quand même un mec assez fin. On lui dit, il faut que tu ailles buter le grand croco qui est là-bas, pas de problème chérie, regarde comment je vais faire. Il y va, il tue Barnabas, avec l'aide de Calaban et d'Arcadius qu'on magouillait pour que ça soit Carver qui gagne, mais il tue Barnabas, et là, pas de bol, Barnabas se relève dans toute sa gloire divine. Bon, il est éventré quand même. Il l'a éventré, il le tue, hein. Carver Ouais. tue Barnabas, mais après Barnabas se relève dans toute sa gloire divine, et là, on ne sait pas vraiment décrit, mais on pense que tous les Après, pharaons ouais. commencent à courir.
Donc, est-ce que la belle Helga voudra encore de Carver après cet Vous le échec saurez dans le retentissant? prochain épisode de Amour, Gloire et Pharaon. Voilà, c'est ça. Alors, en jeu, c'est tous les Warlocks Pharaoh plus Arcadius, c'est toutes les Beasts Pharaoh non personnages, donc encore une fois, on n'est pas emmerdé par les Beasts personnages. Pour en revenir sur Arcadius, de toute façon, il est jouable qu'avec... Enfin, Qu'avec avant, des il était Beasts jouable Pharaoh. qu'avant les Pharaons, ouais. Donc, Ouais. Tous les solos et les unités Epharites, donc pour l'instant il n'y a que des solos. Alors pourquoi les Epharites se battent avec les pharaons, on ne sait pas trop. Je pense qu'ils habitent à côté, mais il n'y a pas bah, en fait, d'explication. ils habitaient dans le désert. Ouais, et puis les Tentfall, Scorn, c'est à la lisière des Bloodstone, mais Ils ont été chassés par les Scorn, donc c'est peut-être que non, les juste Scorn ils sont- n'arrivent pas à les chasser. Enfin, ils ont été repoussés par les Non, Scorn, en non fait. plus. En Non fait, plus? ils, Ah, je ils croyais vivent qu'ils dans partaient. l'endroit du désert où même les Scorn n'y vont pas, quoi. Ah, moi je pensais Tellement qu'ils c'est vivaient... le désert aride. Ah ouais, moi je pensais qu'ils étaient dans le désert, en fait leur territoire avait été grignoté Non. au fur et à mesure. Non, Ok. les Scorn n'en veulent même pas comme esclaves parce que déjà ils n'arrivent pas à les choper, puis après ils sont tellement voleurs, pillards et autres que c'est pas la peine. Si on peut pas faire confiance à son esclave, C'est ça ça, sert à rien. ouais, le problème. Donc évidemment, toutes les unités, tous les solos pharaons. Altan Ashley, donc Gudrun et Utshuk. Alors pourquoi les Ogrun? C'est pareil, ça existe depuis la MK2, ils étaient dans les thèmes, mais on n'a pas de réponse fluff. Pourquoi les Ogrun vont vers les pharaons? Pourquoi pas le Beaucourt? On ne sait pas. Donc encore une fois, Ralouk. Bah, alors le Beaucourt c'est différent parce qu'un Beaucourt en fait c'est quelqu'un qui a prêté un serment. Ouais, je Et crois qu'en fait c'est c'est juste lié au Rulik et ainsi de suite. les mignons ont eu accès au Beaucourt après l'apparition du thème. Ouais. Je pense que c'est plus comme ça, mais en termes de fluff, ça tient pas trop. Donc Raluk, Saxon, le Swamp Goberchef, Pendrake et évidemment Rorsch et Bride. Alors les bénéfices, toujours les Warjack pour Raluk. Pour 20 points d'unité ou de BE, il y a un solo ou une artillerie ou un command attachment gratuit. Les Beast Pharaoh gagnent Retaliatory Strike et une unité de Pharaoh Commando peut arriver en ambush. Alors pour moi, je trouve que c'est un très bon thème. Et c'est un de mes préférés parce qu'il y a à la fois des bonus pour les beasts et des bonus pour les unités. Donc ce qui permet de faire des armées mixtes, beast, unités, des armées plutôt orientées sur la troupe, des armées plutôt orientées sur les beasts, et tout le monde peut avoir quelque chose d'intéressant dans ce thème-là. Ce qui pourrait être pas mal avec le futur Steamroller qui arrive. C'est ça. Et je trouve qu'il y a de très bons solos chez les minions auxquels les pharaons ont accès. Je pense notamment aux Zephyrin Scouts qui sont vraiment bons mais qui sont un peu chers. Et là, grosso modo, tu prends une BE, t'as enfin un peu plus, mais t'as le solo offert, ça réduit le coût du solo tous. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Il respecte vraiment le fluff, il est assez ouvert. Non, je l'aime bien. J'écoute le podcast A Matter of Pact sur des joueurs mignons très très bons qui en parlent. Et dans le dernier tournoi américain, tous les joueurs pharaons jouaient en thème. Donc il y avait, dès que tu prenais un caster pharaon, tu joues en thème. À côté, ils avaient une liste croco. Et on peut jouer vraiment, vraiment de manière variée. Enfin, je vois que Helga et Midas en full troupe. Tu prends Midas, Helga, Carver, ça te permet de faire des armées mixtes. Et puis Arcadius ou Midas ou Carver en full beast. Et comme tu disais, avec le prochain Steamroller, je pense qu'il sera encore meilleur. Enfin, je trouve que c'est vraiment un très très bon thème. Donc à suivre. Et en plus, il y a des figurines vraiment classe. Notamment le chef des commandos avec son petit béret et son cigare, Brian aussi. Enfin, Ouais. je trouve que autant les Gators, ça me laisse un petit peu froid. Enfin, il y a le côté Bayou qui est sympa, mais plus avec Rongai et Snapjo, je trouve, avec le petit chapeau, la bouteille et tout. Autant les crocos, il y a quelque chose qui se dégage des crocos, je trouve. Des En pharaons, fait, je veux t'aimes dire. bien les chapeaux et les bérets. Ouais, je pense que c'est ça. Et alors, ce que j'aime dans les constructions de listes mignons, c'est que même si les thèmes sont assez ouverts, on perd tous les Lesser Warlock, on perd beaucoup de choses quand on choisit de jouer un thème. Donc, ça fait vraiment 3 optiques de création de listes qui sont vraiment intéressantes. Bon, alors si vous n'avez pas encore compris, a priori, on aime bien quand une theme force nous force à faire des choix Ouais, et qu'on perd quelque chose en échange des avantages. Et oui, pas qu'on ait juste à plaquer une liste et qu'on gagne. je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis en plus, là, c'est les mignons, donc c'est mon armée de cœur, Voilà. ça me touche particulièrement. Alors, après les cochons, eh ben, on va passer aux machines. Donc, on va parler de Syris. Alors, Syris, c'est une déesse un petit peu spéciale. Syris, c'est la déesse des mécanismes. C'est elle qui incarne en fait les lois de l'univers. Elle a été présente dès la création. Alors, d'après son culte, en fait, elle a été présente dès la création de l'univers, parce que les dieux, pour créer, il faut des lois. Donc, elle était dans ces lois.
Par contre, c'est pas une déesse qui recherche un culte. Elle va pas chercher à ce qu'on la prie directement. Pendant très longtemps, en fait, elle était, on va dire, incognito parmi les humains. Le culte a été officiellement créé en 283 après la révolte, donc ça fait il y a à peu près 300 ans. Enfin, On doit être en 609, ouais, c'est 610, ça. quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est vraiment très récent. C'est un culte alors d'ingénieurs et de savants en fait. Généralement, ça touche plutôt tout ce qui est mathématicien, astronome, philosophe. C'est vraiment un culte d'érudits à la base. Cyrus, même si ça fait que depuis 283 qu'elle est reconnue comme telle, elle a influencé l'évolution humaine dès le départ. Alors, tout ce que je vous donne, c'est d'après la vision du culte de Cyrus. Les Ménites auraient une version légèrement différente. Légèrement différente. Donc par exemple, le passage de l'errance à l'agriculture, du nomadisme à l'agriculture, c'est Cyrus. En fait, Cyrus, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle donnerait des petites impulsions, des messages, l'air de rien, et c'est ça qui ferait, qui améliorerait en fait la société humaine. J'aimerais bien voir le message. Si tu plantes des graines dans la terre, ça pousse. Ouais, je sais pas, faudrait voir. Donc il y a l'agriculture, elle a influencé des grands architectes. Par exemple, les murs de Caspia, c'est un architecte qui a été influencé par Cyrus. Les murs de Caspia, ça date de milliers d'années, un truc comme ça. Parce que ça vient de... Caspia, je saurais pas dire. Parce que la c'est une naissance de ancienne Caspia, cité mais c'est une des humaine. plus anciennes cités. Donc en fait, lui, c'était un... Alors l'architecte, pour la petite histoire, il s'appelait Kielamandes. Donc c'était un grand érudit, grand architecte. Il a fait plein de temples et ainsi de suite. Alors il a eu juste un seul problème, c'est qu'un jour, pendant qu'il faisait une explication de texte, en fait, il a dit que mes notes n'étaient juste qu'un facteur de l'équation. Bon, il a fini au bûcher, hein, Ouais. mais bon, ça c'est classique. Un truc intéressant aussi, apparemment, Cyrus serait à l'origine de l'ascension de Moro et Tamar. Donc Moro, en fait, c'était une philosophe et elle s'intéressait aux mathématiques. Tamar, lui, son domaine, c'était Non, c'est l'astronomie. l'inverse. C'est Moreau le monsieur et Tamar la madame. Oui, c'est vrai, pardon. Et Tamar, donc lui, c'était l'astronomie et la linguistique fondamentale. Et apparemment, elle les aurait tous les deux guidés vers l'ascension pour montrer un chemin aux hommes, pour montrer qu'ils pouvaient évoluer. Et le message, en fait, pour les deux, c'est qu'il faut rejeter l'ordre établi, ce qui plaît vachement à mes notes. Et en fait, il faut chercher des réponses à travers l'expérience, la pensée et l'application de la raison. Donc ça, c'est vraiment la philosophie de Tamar. C'est on cherche à expliquer les choses. C'est la philosophie de Cyrus. De Cyrus, Parce que pardon. Tamar, il Oui, n'a pas exactement la même philosophie. Ouais, ma langue a fourché. Donc c'est vraiment la philosophie de Cyrus. C'est on questionne et on essaye de trouver les règles, les réponses, enfin tout ce qui régule la vie en fait. Et c'est en ça que Cyrus est un petit peu particulière, c'est que elle, une prière, alors par exemple comme les pharaons pour Dounia, ça l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, c'est dans la prière, en fait, on peut prier, mais il faut du travail à côté, il faut de l'étude, il faut œuvrer pour la compréhension des règles. Il faut résoudre une équation à 3 inconnus pour que ça soit Voilà, intéressant. c'est ça. Et là, ça l'intéressera peut-être. Donc au niveau du clergé, il y a 3 niveaux de prêtrise. Il y a les optifex, donc ça c'est les plus nombreux, c'est tout ce qui est artisan, érudit, scientifique et ainsi de suite. Il y a les énumérators, donc qui sont un peu moins nombreux, eux ils gèrent le fonctionnement de l'église au jour le jour, sachant que n'importe quel prêtre est un érudit. Chacun doit avoir un domaine de compétences particulier, et si on est un optifex, c'est pas comme dans certaines églises où au bout d'un moment on va monter en grade, on peut être optifex toute sa vie. Si on maîtrise pas son domaine à fond, si on n'a pas fait une percée dans un quelconque domaine, on passera pas au stade supérieur. Donc il y a les optifex, les énumérators, et au-dessus il y a les fluxions. Alors les fluxions, c'est le cercle intérieur en fait du clergé, c'est lui qui dirige, le fonction, vraiment la popote interne, tout ce qui est secret, ainsi de suite. Donc en 311, le culte de Cyrus a découvert les flots d'énergie qui passaient sous la surface de Caen. Ils ont vu que ces flots d'énergie étaient connectés à certains points spécifiques, par exemple l'embouchure des rivières, enfin voilà. C'est en fait les points qui intéressent voilà, c'est ça, qui intéressent Orboros. Leurs ingénieurs ont réussi à trouver au bout d'un moment comment capter cette énergie, l'utiliser et même la décupler. En fait, avec juste un petit peu d'énergie, ils peuvent en créer plus. Donc ils ont créé des temples sur ces points d'énergie.
Ces temples peuvent être, alors c'est soit, enfin ils peuvent être dans le wild, donc là ils sont vraiment à l'extérieur, ou ça peut être des temples cachés au sein des villes. Par exemple à Caspia, sous le temple d'Osiris, il y a tout un complexe souterrain qui est camouflé avec plein de machines à l'intérieur. Donc quand on parle de temple, pour Cyrus, pareil, le culte, c'est pas que la prière. Quand on parle d'un temple, il y a une fabrique à l'intérieur, il y a les laboratoires, il y a vraiment plein de choses, quoi. Le temple, c'est vraiment un lieu d'étude et de création. En 335, donc 24 ans après, euh, alors le culte de Cyrus avait créé une sorte de super calculateur qu'ils appelaient le Cipher Engine, et ils avaient repéré qu'il y avait des bugs qui apparaissaient régulièrement. Donc il y a un érudit en fait qui s'est rendu compte que les bugs c'était pas des bugs, c'était un message de Cyrus et que ce message disait devenez un avec les machines et abandonnez la chair. Donc alors cette façon de communiquer en fait ça représente aussi Cyrus. Si le culte de Cyrus est apparu si tard, c'est parce qu'en fait Cyrus a guidé les hommes vers un stade technologique et de connaissance qui leur permettent de comprendre ces messages. Donc alors, le but, donc Cyrus leur dit, leur déesse leur dit, maintenant il faut devenir des machines, enfin il faut s'incarner dans des machines. Donc il y a deux personnes qui sont chargées d'étudier ce qu'on va appeler la transcendance. Donc il y a le Fluxion Helicratus et la master Lucidia. Lucidia c'était quelqu'un de très bien, elle va réussir dans la vie parce qu'elle va devenir Mortenebra chez Krix. Donc en gros il y a du bisbille entre les deux, ça se passe pas bien. Vu que Lucidia elle est un petit peu comme Gorshed. Voilà. C'est quelqu'un de très curieux, elle étudie plein de choses, donc pour voir comment ça se passe, le transfert des âmes et tout, elle n'hésite pas à aller voir du côté de la chez les mecs qui savent faire, voilà, c'est ça, hein, on va à la source. Donc ça, c'est pas accepté, elle est bannie. Quand la première transcendance, donc le passage d'une âme dans un corps de machine, va être créé dans le temple qui était dédié à cette recherche, Lucidia revient, mais avec des potes. Le temple, donc parmi tous les érudits, il y avait des mecs qui étaient toujours pour Lucidia. Donc ça a été un grand bain de sang, elle a tué tout le monde. Helicratus, qui a été le premier à être transféré, elle le capture et puis elle le ramène chez Krix. Donc comme ça, Krix va aussi apprendre plein de secrets technologiques. C'est ce qui va être à l'origine de tous les jacks, enfin les bonnes jacks et ainsi de suite. Donc pendant ce charmant petit bain de sang, en fait, il y a un érudit qui va réussir à s'en sortir et à se transcender, et c'est Lucante. Donc Lucante, c'est en fait, c'est le deuxième à être transcendé, parce qu'il y a d'abord eu Helicratus, mais ça va être le premier à rester chez Cyrus, en fait. Donc pendant sa transcendance, donc il y a la Cipher Engine qui a été détruite, mais il a réussi à récupérer quelques informations, et en fait, ça va être des messages de Cyrus. Donc il va en tirer plusieurs choses. Déjà, il va en tirer les 9 harmonies. Les 9 harmonies, on va dire que c'est l'équivalent de la Bible en fait pour Cyrus. Ça va être des guides de conduite. Donc en gros, soyez gentils, faites de la recherche. Soyez gentils, je suis pas sûr qu'il soit non, dedans. Mais c'est pour voilà ça. Par exemple, un point important qui va nous intéresser plus tard, ça va être que on veut pas de conscience artificielle. La conscience artificielle, c'est mal, c'est je sais pas comment dire ça, enfin c'est pas un défaut mais c'est un simulacre. Ouais, c'est un simulacre, enfin, c'est pas digne de Cyrus en fait, donc il faut pas ça. Et alors donc il en tire les 9 harmonies qui vont se développer, ça va devenir la base du culte de Cyrus. Et il va en tirer aussi la grande œuvre. Alors la grande œuvre en fait ça va être un message de Cyrus qui va lui donner en fait le but du culte. Le but du culte en fait c'est un truc tout à fait sympa. Ça va être de façonner Caen pour que Cyrus puisse s'incarner à l'intérieur. Donc c'est un truc tout simple. Ce qui va juste sûrement détruire Caen et toutes les formes de vie. On ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas c'est le but du culte du Cyrus. Enfin c'est le but qui a été donné à Lucante. Donc sachant que Lucante sait que ça va prendre des siècles, voire des millénaires, mais grâce à la transcendance, ils sont quasiment immortels. Donc c'est pas un problème, ça donne des plans à grande échelle. Et pour réussir à réaliser cette grande œuvre, Lucante va être à l'origine de la convergence. Donc la faction s'appelle Convergence de Cyrus, parce qu'en fait la convergence c'est juste... Alors c'est la branche majoritaire, mais c'est juste une branche du culte de Cyrus en fait. La convergence c'est
les membres du culte qui visent, enfin c'est la faction du culte qui vise à réaliser la grande œuvre. On peut avoir, tous les membres de la convergence d'Osiris sont du culte d'Osiris, par contre tous les membres des cultes d'Osiris ne font pas forcément partie de la convergence. Surtout qu'il y a un fonctionnement en cellule qui fait que tout le monde ne connaît pas forcément tout le monde. Pareil pour la grande œuvre, tout le monde n'est pas au courant. C'est vraiment le cercle intérieur qui est au courant de tout ce qui se passe. Donc alors tout ça, donc la grande œuvre, les 9 harmonies, ainsi de suite, ça va créer à la fabrication des vectors. Donc alors les vectors, c'est les jacks Siris. Donc une des premières choses, c'est qu'il ne faut pas de fausse conscience. Donc ça, c'est la 8e harmonie. Ce qui fait que les vectors, en fait, ne sont pas des machines autonomes. C'est juste une extension du caster. Et en termes de jeu, ça se représente par le fait que il n'y a pas de valeur de mat ou de rat pour un vector. Il va prendre la mat et la rat du caster. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de vecteur personnage. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vecteur personnage. C'est pour ça aussi qu'ils ont été les premiers à avoir les Shield Marshall. Les Field Marshall, pardon, parce qu'on considère en fait que, alors dans le fluff, le vector va aussi acquérir l'expérience du caster. En fait, il faut voir les vectors vraiment comme c'est une extension. C'est vraiment une extension du caster. Pour faire fonctionner ces vectors, donc ça va être basé sur le système d'énergie de l'énergie géomantique, sauf que contrairement au Jack Syrah, pardon, ils ont un petit problème, c'est qu'ils sont vraiment liés au point nodo géomantique. Ouais, si on marche en Wi-Fi, quoi. Voilà, c'est ça. Si on s'éloigne de trop, il n'y a plus de réseau et ça ne marche plus. Donc ça, c'est un des problèmes des des vectors. Et sinon, on peut voir la différence un petit peu. Alors, c'est vraiment des scientifiques, ils ont fait des percées, notamment dans le matière de l'énergie cinétique, donc c'est pour ça qu'ils vont balancer des lames de rasoir, des choses comme ça au niveau du combat, où ça va être des pistons qui vont se réarmer pour les armes. Donc la fondation de la convergence en elle-même, ça se fait en 370, donc c'est 25 ans après que Lucante a été transcendé. Lucante devient l'Iron Phaser. Alors il y a un titre, en fait c'est l'Iron Phaser ou l'Iron Mother, ça va être le big boss de la convergence. Avant, chaque temple était plus ou moins autonome, donc il y avait une hiérarchie au sein du temple, mais les temples faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient dans leur coin, on communiquait un petit peu, mais sans plus. Avec l'émergence de la convergence, tous les temples vont œuvrer dans le même but, et donc pour ça il fallait un chef, et c'est le titre d'Iron Phaser qui est créé. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Lucante, au bout d'un moment, il s'est rendu compte que si il restait tout le temps Iron Phaser, la convergence n'allait pas avancer. Il y avait un risque de stagnation. Et Siris, c'est vraiment pas la stagnation. C'est le progrès, la découverte, et ainsi de suite. Donc chose rare, il a démissionné de son titre, en fait. Et il y en a un autre qui a pris sa place. Donc maintenant, l'usage, c'est qu'un Iron Phaser ou une Iron Mother, donc l'actuelle c'est la directrice, voilà, reste en poste 9 ans. Et au bout de 9 ans, on laisse la place et c'est un autre qui prend les rênes. Donc il y a la fondation de la convergence. 150 ans plus tard, en 521, la convergence a commencé à voir qu'il y avait des fluctuations sur les lignes géomantiques. Et en fait, c'était des fluctuations qui correspondaient à peu près à ce qu'ils faisaient eux. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'étaient pas seuls. Apparemment, sur Imoren et sur toute la surface de Caen, il y a d'autres civilisations, ça on le sait, mais il y aurait d'autres cultes d'Osiris au sein de ces civilisations qui font exactement la même chose qu'eux. Donc pour eux, ça a été une petite révolution en fait, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls, et surtout, eux, ils pensaient qu'ils devaient partir de l'Imoren et réarranger la face de Caen en entier, partout, et là ils se rendent compte que, non, en fait, il y a plein de petites cellules qui sont créées à la surface de Caen. Donc pour eux, ça veut dire que la grande œuvre va arriver beaucoup plus vite. Et ça va arriver d'autant plus vite qu'en 609, donc c'est à peu près 90 ans plus tard, on va rentrer dans la phase de l'alignement. Alors l'alignement en fait, ça va être, pour l'instant, la convergence, c'était vraiment caché. On faisait les choses sans se faire repérer, l'air de rien. Là, on passe dans une phase de guerre, en fait. La phase de l'alignement, ça veut dire qu'on va réarranger, selon certaines configurations, les lignes géomantiques
qui sont sous terre. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir réaliser la grande œuvre. Donc on est dans une phase d'expansion agressive. Donc les principaux adversaires, ça va être les Céphalix, parce que les Céphalix, ils se baladent sous terre, ils ont des empires aussi, c'est vraiment l'ennemi juré en fait de Cyrus. Ça va être Orboros, parce que Orboros, ils se battent aussi pour les points géomantiques, c'est des lieux sacrés pour eux. D'ailleurs, il y a une théorie qui dit que les Black Clans, en fait, Orboros, ce seraient des personnes qui auraient reçu le message de Cyrus, mais qui l'auraient mal interprété. Et donc on retrouve, parce qu'on retrouve la même notion de territoire, enfin ils n'ont pas de territoire, ils ont juste des points qu'ils cherchent à contrôler. Ils maîtrisent la magie alors que c'est plutôt la science côté Cyrus. Pareil, il y a le Vector Construct. Donc voilà, c'est une théorie qui court chez Cyrus. Et un autre ennemi qu'ils n'aiment pas trop, ça va être Syrah. Parce qu'ils n'ont pas encore réussi à pénétrer le territoire de Syrah. À chaque fois qu'ils sont entrés dans Ios, les expéditions ont été découvertes et tout le monde a été tué. Donc ce qu'il faut voir, c'est que même si je parle d'expansion agressive, c'est pas, ils veulent pas un territoire en fait. Ce qu'ils veulent, c'est contrôler des points et les réaligner selon leur schéma. Donc généralement, ils lancent un assaut, ils capturent un point, ils construisent des machineries dessus complexes et ainsi de suite, ils réarrangent le flux et après, hop, ils abandonnent tout et ils passent au prochain point. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un problème d'alimentation pour les vectors. En fait, ça, ils sont en train de le résoudre en créant plein de petits relais cachés au sein de la nature ou dans les villes et ainsi de suite. Ce qui fait que leurs jacks, leurs vectors peuvent opérer même s'ils sont plus dans les environnements proches d'un temple. Et donc la Time Force représente... Alors, je voudrais juste dire un petit truc sur... je vais dire un peu du mal sur Cyrus. Vas-y. Alors le fleuve de Cyrus, je trouvais que le concept initial qui était dans le jeu de rôle d'une déesse des sciences était assez intéressant. Alors après, c'est peut-être l'histoire européenne de la relation entre la science et l'Église qui s'est assez mal passée, qui m'influence, mais je trouve qu'ils ont l'entrée en guerre de Cyrus et la façon dont c'est décrit dans les bouquins, dont ça a été mis en place, est assez mal foutu, puisque on se retrouve avec une faction de scientifiques qui au final n'est rien de plus qu'une secte fanatique de religieux, au même titre que les plus fervents défenseurs du châtiment de Syrah ou certains Donc Ménites. les Ménites, de toute façon. Ou que les Ménites, et j'ai trouvé que c'était assez dommage de faire ça. Pour moi, c'est une opportunité de fleuve gâché, parce que c'est encore les Lights, c'est encore les mecs qui vont apporter une apocalypse sur Caen. Et en plus, dans les bouquins, Cyrus, ils ont pris 2 villages et puis c'est barre, quoi. Il s'est rien passé d'autre. Alors moi j'ai pas le même avis. Je trouve que bon alors déjà la transcendance, le pont des mondes, ça a déjà été fait ainsi de suite. Mais moi je trouve ça bien justement que par exemple si on prend les ley lines, ce soit utilisé par plusieurs choses. Enfin tu vois, il y a un élément commun et en fait on voit qu'il y a plusieurs visions à propos et plusieurs utilisations de cet élément. C'est ce qui crée aussi l'interaction entre les factions, je trouve. Ouais, c'est ça, je suis Et d'accord. le côté scientifique qui deviennent méchants et ainsi de suite. En même temps, s'ils n'étaient pas expansionnistes, s'ils n'avaient pas envie de maraver les gens, on les verrait pas sur les tables. C'est pas Ouais. le fait qu'ils deviennent méchants ou autres, c'est juste que c'est des fanatiques religieux. C'est des fanatiques religieux comme les autres, et des scientifiques qui deviennent méchants, on a déjà ça avec les céphalix. Il y a Ouais. aussi Ouais. on peut retrouver ça un peu chez Krix, des mecs qui sont enfermés dans leurs recherches nécromantiques ou autres. Et je trouve que c'est dommage, ça apporte pas vraiment de fraîcheur au jeu dans l'univers, quoi. Ah, moi j'aime bien cette connaissance. Enfin là, c'est vraiment le côté, on cherche la vérité à tout prix, et c'est ça qui va tout détruire en fait. Ah, c'est marrant parce que j'ai vraiment pas Ouais. cette interprétation-là. Pour moi, c'est on obéit à une déesse comme les exemplaires obéissent à Ménote et comme les Magenteurs obéissent voilà, une vision un peu extrême à chaque fois. Mais bon. De toute façon, quand tu vénères un dieu, t'obéis à ton dieu. Sinon, tu le vénères pas. Oui, mais tu peux le faire d'une manière plus ou moins soft et avec un certain libre arbitre. Bah, ap- Par exemple, l'ordre du mur, c'est typiquement ça. Ils obéissent à Ménote, il n'y a pas de doute possible, mais mais dans il va y leur avoir l'équivalent. code, c'est bien dit de garder Mais il va y avoir l'équivalent de l'ordre du mur au sein du culte de Cyrus, c'est ceux qui font pas partie de la convergence. Et ils sont même pas au courant que la convergence existe, ça va être des érudits qui vont avoir des cercles de connaissances, et ainsi de suite. Et en fait, ces érudits, c'est un petit peu comme ce que je vous avais dit au sujet des loups d'Orboros pour le cercle. En fait, dans ces cercles d'érudits, la convergence les garde
parce qu'il y a peut-être des casters qui vont apparaître au sein de ces cercles. Et vu qu'ils seront déjà au contact du culte d'Osiris, ce sera plus facile de les endoctriner en fait. Enfin, donc voilà, on a deux Mais oui. visions des Mais choses. pour moi, je suis d'accord. C'est comme le différentes. châtiment. C'est des extrémistes, ils ont une solution et c'est. Et je on y pensais, est à la fin. enfin, je pensais qu'avec la science, ils auraient pu trouver quelque chose d'autre, mais encore une fois, c'est peut-être l'histoire européenne qui m'influence par rapport à un jeu écrit aux États-Unis ou encore à Ouais, l'heure moi actuelle. je te dirais que je trouve pas. Enfin, je trouvais ça frais comme. Ouais. Comme quoi. Les Grimkin, ça c'est frais. Ça. Les ouais, bah les Grimkin, moi par contre, ça me laisse froid. Ouais. Mais bon. Alors, pour en revenir à la Time Force. Donc la Time Force, en fait, alors quand on lit le petit résumé de la Time Force, il n'y a aucune explication fluff, en fait. Donc, alors moi je pense que c'est en lien, alors si on doit chercher une explication fluff, c'est vraiment en lien avec cette phase d'alignement. Donc on passe à une phase agressive, donc il faut qu'on mette en place des forces armées qui puissent se projeter. Sachant que à la base, dans un temple, tout le monde peut plus ou moins se battre s'il faut. Les vectors, ils sont normalement là utilisés en majorité pour des travaux, des choses comme ça, et on peut les reconfigurer pour se battre. Là, on met vraiment en place des forces qui sont faites pour ça. Donc, au niveau des choix pour la Time Force qui s'appelle Destruction Initiative, donc c'est tout un programme, on a tous les Warcasters. Donc tous les vectors non personnages, sachant qu'il n'y en a pas, et qu'a priori il n'y en aura jamais. Il n'y aurait pas de raison d'en avoir en niveau fluff. On a tout ce qui est prêtre, que ce soit les unités ou les solos. On a les serviteurs en solo. Donc les serviteurs, c'est les petites boules qui se baladent partout. C'est des sortes de mini-robots qui aident les prêtres au quotidien. Et on a la Battle Engine. Petit truc intéressant pour les prêtres, en fait, les prêtres, ils sont vivants. C'est pas des personnes qui ont subi la transcendance, donc c'est parmi les seuls qui se baladent et qui ont une vraie chance de mourir sur le champ de bataille. Sachant qu'avant la transcendance, le culte, la convergence considère qu'il faut essayer de vivre le plus possible, emmagasiner de l'expérience et seulement après être transcendé. C'est d'ailleurs pour ça que Aurora n'est pas n'est pas un construct, elle n'a pas fait la transcendance, c'est parce que c'est la fille de DirectX et elle regrette un peu son passage de corps de chair à corps de métal et elle ne veut pas que sa fille subisse la même chose, quoi. Donc alors, au niveau des bonus, tous les 20 points de Battle Engine ou de Jack, on a droit à 3 solos serviteurs d'un même type. Donc alors, il y en a qui ont puncture, donc ça fait un point de dégâts auto, il y en a qui réparent, il y en a qui donnent flair, ainsi de suite. Tous les serviteurs gagnent Shield Guard. Et autrement, on gagne plus 2 pouces en zone de déploiement. Alors, c'est une Time Force qui pose un petit peu de problème au niveau compétitif, s'entend, en ce moment. C'est surtout la combinaison du fait que c'est... Alors, Siris, à la base, il y avait beaucoup d'infanterie en MK2. Enfin, il y en avait pas mal. C'était assez équilibré, on va dire. Et par contre, en MK3, l'infanterie, elle s'est fait totalement manger par les vectors. Donc, on retrouvait déjà de base des listes quasiment sans infanterie. Il y avait juste parfois des... Ah, j'ai oublié le nom des filles qui se baladaient avec leurs ailes. Les anges. Ouais, voilà, il y avait parfois des anges, des choses comme ça, mais sinon, l'infanterie était très peu présente. Donc là, en fait, on se retrouve avec des listes, enfin une Time Force qui va coller sans problème aux listes qui existent, et qui en plus vont donner jusqu'à 15 figurines Shield Guard gratuitement. Sans rien changer à la liste. Sans quasiment rien changer à la liste. Alors sachant que 15 Shield Guard, quand on joue du tir, on le sent passer. Tous les tirs spéciaux qui peuvent essayer de gérer un Jack qui est pour... le temps de le détruire, ainsi de suite. Par exemple, Eris qui va essayer de disrupt quelqu'un. Enfin voilà, tout ça, vous l'oubliez, ça va être un petit serviteur qui va mourir. Sachant que les serviteurs, en plus, il y a des moyens d'en créer à chaque tour. La BE, elle en fait popper 3 à chaque tour, qui vont disparaître, mais ce tour-là, il y aura 3, il y en aura 3. Il y a le colosse qui peut en créer, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la combinaison de toutes ces figurines gratuites, qui sont pas forcément fortes en elles-mêmes, hein, plus le fait qu'ils aient Shield Guard, qui est vraiment très puissant. Avec certains casters, ça pose aussi problème. Axis, par exemple, c'est un caster de corps à corps. Donc déjà, gagner plus 2 en zone de déploiement pour lui, c'est bien. Mais en plus, généralement, les casters de corps à corps, on peut essayer de les gérer au tir avant. Essayer d'amoindrir la puissance de force avant que ça nous arrive. Là, vous avez 15 Shield Guard en face. Donc autant dire que vous allez rien faire.
Pour Mother, ça va être un autre problème. Mother, alors c'est une castrice qui était très forte qui est toujours très forte contre War Machine, parce qu'elle a le sort Backlash et les serviteurs qui font un point de dégâts auto. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, Backlash, on le lance sur un Warjack, chaque jet de dégâts qu'il va prendre, qui vont passer l'armure, le caster va se prendre un PV. Donc qu'on fasse 20 points de dégâts au Jack ou 1 point de dégâts, le caster se prend un PV. Le problème, c'est qu'il y a les serviteurs qui font 1 point de dégâts auto. Donc avant, si on voulait faire une liste Directrix vraiment anti-War Machine, on était obligé de payer ces serviteurs. Ce qui faisait que ça créait des trous dans la liste, on était obligé de faire les choix. Et là, en fait, on peut faire une liste classique, enfin polyvalente, et en plus avoir tous ces serviteurs qui vont poser des petits problèmes à War Machine. Sachant qu'en plus, elle a la domination qui permet de prendre un jack et de le faire avancer. Généralement, si on a l'occasion, on prend un jack, on le fait avancer. On a une dizaine de serviteurs qui tirent dessus, ça fait déjà 10 PV pour le caster. Ouais, même si ça tue pas le caster, ça change complètement la partie, parce que l'autre est obligé de faire super gaffe après, il peut pas se permettre de prendre un tir ou deux. Bah, ça va pas tuer le caster en un tour, mais en 2 tours, tu peux le finir, quoi. Enfin, voilà. En fait, cette Theme Force a créé un problème parce qu'on va avoir un pairing, alors de ce que j'ai pu en voir, Directrice Axis qui va créer du non-jeu pour pas mal de factions, en fait. Donc voilà, c'est... Déjà, si tu joues à War Machine, tu peux pas te permettre de sortir une liste à Jack, ou même si t'en as que un ou deux, faut qu'il reste derrière pour affronter Mother, et je pense que Axis, ça a l'air d'être un excellent caster qui va devant, qui crève pas, qui t'empêche de charger, qui a un bon style de contrôle, donc... Donc ouais, c'est une Theme Force qui est apparue et qui a créé vraiment un déséquilibre positif en faveur de Sirris. Alors, ce qui aurait pu être pas mal, c'est d'avoir des factions comme ça qui permettent de limiter un peu les gunlines quand c'était un peu prédominant au début. Mais là, comme le disait Nico, le déséquilibre est vraiment important. Et pour en revenir à nos marottes habituelles, il n'y a pas de choix à faire. C'est-à-dire que si tu joues Sirris, tu joues cette Theme Force-là et tu n'as même pas à changer tes listes, quoi. Parce que moi je sais qu'au début, quand elle est sortie au début, j'ai dû faire 4 parties contre Tsa dans un week-end. Alors bon, déjà c'est Antoine, hein. Antoine Tsa il est au-dessus. Donc déjà je gagne pas souvent contre lui quand je réussis à gagner. Mais là, avec Messira, j'avais des listes classiques et donc je fais plutôt des listes équilibrées généralement et c'était un non-match. Que ce soit en full infanterie ou en jack ou ainsi de suite, j'affrontais la Mother et tour 2 ou tour 3 j'étais rasé. Enfin je pouvais rien faire. Maintenant avec le recul, il y a toujours aussi le fait liste nouvelle, on ne sait pas trop comment les prendre. Avec le recul, j'ai pensé à 2-3 listes qui pouvaient éventuellement avoir une chance. Mais c'est éventuellement avoir une chance. Mais ça me rappelle un peu Wyrmwood ou une A2, ou avant qu'elle soit nerfée, où il fallait faire une liste contre ça au cas où tu le rencontres, sinon tu perdais. Et sachant que une A2, ouais, petit point, allez, un petit aparté sur une A2. Ce qui est assez sympa, c'est que donc elle était super forte. Elle a été nerfée, donc quasiment tous les joueurs Boros ont crié au loup en disant on la verrait plus jamais, blablabla, ainsi de suite. Et là, de façon assez marrante, il y a une A2 qui revient. Et les joueurs Boros trouvent qu'elle est pas mal, notamment les gros joueurs compétiteurs se disent bah tiens, une A2 elle est pas mal quand même. Donc comme quoi, PP arrive quand même à faire des trucs un petit peu sympas. Ouais. Donc voilà, alors ouais, donc gros point d'interrogation sur Destruction Initiative. Pour moi, c'est une Theme Force qui apporte rien en fait. Ça crée la power list du moment. Donc il n'y a aucun problème pour la jouer, hein. Si vous voulez jouer compète, enfin si vous avez des figurines, n'hésitez pas, hein. De toute façon, ceux qui jouent compète, ils sortent. Ouais, alors il n'y a pas de jugement non Ouais. plus dans ce que je vais dire, chacun fait ce qu'il veut, mais toi tu dis point d'interrogation sur cette liste, moi je trouve que c'est le genre de thème force qui devrait pas exister. Il n'y a aucun choix à faire en termes de liste, en termes de fluff, on voit pas en quoi ça correspond. Bah, Et en en plus, termes de ça fluff, fait une si, liste surtout, super ouais. balèze, quoi. Donc, Bon, en termes de fluff, si, ça correspond au passage à la phase d'alignement.
Tu vois, c'est pas... Oui, mais c'est tout Siris qui Ouais. correspond au Mm. passage à la phase d'alignement. Tu vois, ils auraient Ouais. pu faire, je sais pas, mettre en avant les anges, sortir. Ça aurait été l'occasion Ouais. pour Siris, qui a pas beaucoup de sorties, d'avoir une ou deux sorties de plus sur ce thème-là, ou au contraire, une liste, je sais pas, une liste Aurora avec des anges, des Jack légers, ou à l'inverse, une liste Axis, et tu remets un peu d'infanterie un peu en avant. Enfin, là, c'est juste ce qui était déjà joué devient plus fort, aucun lien fluff, et c'est craqué comme liste, quoi. Ouais. Donc voilà, bon bah on va terminer sur cette note positive le podcast. Donc là, ça va être, bah, normalement c'est l'avant-dernier qu'on va faire. La prochaine fois, on va traiter ce qui nous reste. Donc c'est Blight Cador et Krix. et Krix. Voilà, donc au début on voulait faire un numéro spécial dragon, Blight Krix, et puis après on s'est rendu compte que, oups, on avait oublié Cador. On a oublié les mecs en rouge. Donc Mais avec leur c'est- nouveau thème force, ils vont pas nous oublier longtemps, les Cadoriens. Donc voilà. Et ben j'espère que ce podcast vous aura plu. Merci Jean-Marc. Oui, désolé pour la voix, mais j'ai une bonne crève, donc j'espère que ça aura pas trop gêné l'écoute. Donc comme d'hab, si vous avez des remarques, des retours, ainsi de suite, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous, ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ouais. Et si jamais il y a des thèmes que vous avez envie qu'on traite, ou enfin voilà, des choses que vous avez envie qu'on fasse, Ouais, n'hésitez pas. Chouf, je pense à toi. Hein, donc c'est des choses au niveau du podcast et du fluff. Merci. On a quelques idées pour les prochains numéros, mais voilà, après, il faudra. Si vous avez des thèmes, surtout, n'hésitez pas. Donc voilà, bah, merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt. À bientôt.